Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Océan Politique, votre espace d'échange, d'analyse et de débat sur l'actualité politique, sociale et économique du Sénégal dans un contexte marqué par de nouveaux enjeux nationaux, des attentes fortes des populations et des défis majeurs à relever. Nous recevons aujourd'hui un acteur engagé de la scène politique sénégalaise. Notre invité est Dr Djibril Daouda Ba, président de Jamm Sénégal. Jamm Sénégal, démocratie, intégration africaine, mouvement pour l'émergence du Sénégal, membre de la task force communication de la coalition Diomaye président et ancien conseiller municipal de Nabagui Civol. Avec lui, nous aborderons des questions d'actualité brûlantes, la Coupe d'Afrique des Nations et ses impacts, la dynamique de la coalition Diomaye président, les biais de la Mecque, la cohésion politique et les élections locales, l'éducation, la campagne arachidière ainsi que la recrudescence des accidents. Un débat ouvert sans complaisance au service de l'information et de l'intérêt général. Monsieur Ba, installez-vous confortablement. Bonjour. Bonjour Abdou. Bonjour chers auditeurs. Alors, j'ai fait une petite présentation. Vous avez quelque chose à compléter sur cette brève présentation? Merci Abdou. Je crois que votre présentation est suffisamment pertinente, d'autant plus qu'il n'est pas aisé de parler de soi. Mais je précise peut-être qu'au plan académique, parce qu'on est fier de le revendiquer, je suis docteur en géographie, option écosystème et environnement de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence titulaire à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Auparavant, j'ai été formateur au centre régional de formation des personnels de l'éducation de Saint-Louis. J'ai également été enseignant créé à main comme prof d'enseignement secondaire, ce qui signifie que je suis titulaire, entre autres, du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Au plan politique, vous l'avez dit, nous sommes de la coalition Diomaye président. Nous sommes acteurs politiques ayant gravi les échelons, ayant rampé depuis notre plus jeune âge. J'aime rappeler que j'ai commencé à faire la politique avant de voter, ce qui fait de nous, je crois, légitimement un acteur et un observateur qui pourra aider les Sénégalais à comprendre beaucoup de ces questions-là que vous avez soulevées. Je ne le dirai pas ici, mais je suis aussi syndicaliste, même si cette casquette est moins visible. Le moins étant haïssable, on peut s'en arrêter là en attendant les discussions. Merci à M. Djibril Ba, un profil très intéressant. Alors, attaquons le vif du sujet. Introduction, positionnement politique. M. Djibril Daouda Ba, comment analysez-vous le contexte politique actuel du Sénégal? Bon, je crois que c'est tout à fait normalement que la scène politique évolue, puisque nous sommes sortis relativement récemment d'élections présidentielles et législatives, largement remportées par notre coalition. L'opposition commence à vouloir s'organiser ou se redresser. C'est tout à fait normal en démocratie, puisque nous sommes une démocratie majeure, mature et plurielle. Pour le reste, la coalition Diomaye président reste incontestablement la première force politique de ce pays. Elle s'organise, elle s'ouvre, elle se massifie de la façon la plus responsable et la plus normale possible. À ce sujet, j'en profite pour vraiment saluer Monsieur le Président de la République, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le féliciter du choix porté sur Dr Aminata Touré, qui, il faut le dire, est en train d'abattre un travail de titan. Voilà une dame qui, depuis 2 mois, reçoit des Sénégalais de toutes les contrées du pays et de toutes les couches, pas seulement des politiques,
qui travaille jusqu'à parfois 2 heures du matin, malgré son calendrier administratif et institutionnel chargé. Aujourd'hui, on voit que les choses bougent et je crois que les Sénégalais en verront davantage sous peu, parce que nous sommes quand même à plus de... les 300 signataires sont largement dépassés et c'est des signataires de qualité. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. D'accord. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels le pays est confronté? Vous savez, comme tous les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, notre principal défi, c'est de faire face aux attentes des populations sénégalaises, une population largement jeune. La question de l'emploi, la question de l'éducation, la question de la formation, des besoins comme la santé, comme la nourriture, on n'en parle pas parce que c'est évident, mais c'est pour toutes ces questions, entre autres, que les populations ont voté, et c'est sans précédent au Sénégal et en Afrique, au premier tour, avec un score quand même de plus de 54% pour un candidat qui est issu de l'opposition. Ça, les autorités l'ont bien compris, heureusement, et à mon avis, elles sont en train de poser les actes qu'il faut. On pourra y revenir dans les détails sur peut-être en ce qui concerne des secteurs bien définis. Okay. Pensez-vous que les attentes des Sénégalais ont évolué depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye? Bon, c'est tout à fait normal. On est dans un monde dynamique. Surtout, comme on l'a dit, une population majoritairement jeune. Les choses bougent. Chaque jour, il peut y avoir des nouveautés, mais c'est le même contexte international. C'est les mêmes exigences, heureusement, qui bougent. Pour le reste, les Sénégalais ont besoin de diamants, de stabilité, ont besoin de paix, ont besoin de travail, ont besoin en tout cas, de sentir le développement humain dans tous les aspects du terme, au-delà même des questions de croissance. Okay. En tant que président de Diamou, démocratie, intégration africaine, mouvement pour l'émergence du Sénégal, quelle est votre lecture de cette nouvelle séquence politique? La séquence, en ce qui concerne Diamou? Oui, tout à fait. Pour dire les choses, nous... La lecture, même sur les attentes des Sénégalais, si... Tout à fait. Alors, à mon avis, c'est normal, comme je dis, les gens sont de plus en plus exigeants. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de mettre sur place ce mouvement. Et nous avons décidé d'accompagner M. le Président de la République. Certes, nous avions voté pour lui et fait voter pour lors de la présidentielle, mais il n'y avait pas encore le mouvement, il faut le dire. Moi, je suis issu d'un autre parti. Ensuite, lors des législatives, en tant que personne ressource, on s'est investi dans notre base, dans la commune de Nabadji, dans le département de Matam. On a fait des résultats parmi les meilleurs. Mais à un moment, on s'est dit qu'il faut davantage, plus d'implication. Parce que le développement de ce pays-là, c'est une affaire de tout le monde. Le président est en train, en tout cas, de marquer de son empreinte l'histoire de ce pays. M. Diouf. Okay. Rappelez-vous, pas plus tard qu'hier, on a quand même décidé de massifier le nombre de Sénégalais bénéficiaires de la bourse de sécurité sociale à maintenant 1 million. En même temps, corréler cela, cette aide-là, avec la santé, avec l'éducation, pour quelque part, paraphraser Bourdieu, éviter la reproduction de la pauvreté. Monsieur le Président mérite des félicitations sur ça. Donc, diriez-vous que nous sommes réellement dans une phase de rupture ou plutôt de continuité? Nous sommes en réalité, vous savez, l'État c'est une continuité, mais nous sommes dans une phase de rupture en termes de transparence, en termes de démocratie, en termes d'implication. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une rupture que l'on doit tout mettre à la poubelle. La rupture consiste aussi en des réformes fortes pour améliorer, réviser certaines choses qui se faisaient. On peut multiplier les bons actes. Les décrets qui sont signés avant-hier concernant la fonction publique. Et pour peut-être nous, enseignants, on parle davantage de l'enseignement. Mais ces décrets-là, par exemple, qui révisent
des textes de 1974 qui permettent de corriger des injustices ou en tout cas des erreurs qui datent au moins depuis 2006. Mais ça, à mon avis, c'est une rupture parce que concernant la question des décisionnaires dans le secteur de l'éducation, par exemple, mais ça a traversé tous les régimes. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement viennent de régler cette question. Ça, c'est une rupture. La question de la démocratie. On n'a jamais eu la liberté d'expression aussi vive, aussi forte et aussi réelle que sous le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça, à mon avis, c'est une rupture. La question de l'emploi des jeunes, on peut aller dans tous les secteurs. Mais si on reste dans celui de l'éducation et de la formation que je connais, cette semaine, on a vu les résultats du concours de recrutement des élèves maîtres. C'est un recrutement massif. En tout cas, moi, depuis que je suis devenu acteur de premier plan du secteur de l'éducation, je n'ai pas connu un tel recrutement. Je suis à la FASTEF, qui, je devrais dire, est peut-être le système nerveux du système éducatif sénégalais. En tout cas, c'est la moelle épinière. Je sais que les recrutements qu'on a eus cette année, en termes de masse, depuis que je suis à la FASTEF, on ne les a jamais eus. Ça, à mon avis, c'est une rupture. La question de la formation à distance des enseignants. J'aurais pu aller dans tous les secteurs. Ça, on n'a jamais eu le nombre qu'on a cette année, alors qu'au même moment, l'université Gaston Berger, par exemple, a fait aussi la même tâche pour la formation enseignante initiale, bien sûr. Mais tout ça montre que le pays bouge et souvent ça, on n'en parle pas. On aurait pu multiplier les exemples. Avant-hier, j'ai vu Monsieur le Président de la République inaugurer la raffinerie de Sendou. Ça, c'est des ruptures. Donc, le plan de transformation Sénégal 2050 est en train d'être traduit en actes concrets. Et en marche. Et en marche dans l'intérêt des Sénégalais et de tous les Sénégalais. Alors, on reviendra plus amplement sur ce point, sur les questions économiques. Alors, attaquons le deuxième point de la Coupe d'Afrique, enjeux nationaux. Alors, la Coupe d'Afrique, M. Ba, a récemment mobilisé toute la nation. Quel regard portez-vous sur la performance du Sénégal? Je voudrais d'abord vous féliciter, M. Diouf, parce que vous-même, vous êtes un champion d'Afrique. Et à travers vous, je félicite les plus de 18 millions de champions et championnes qui nous écoutent. Pour vous dire quoi? Que ces lions de la Teranga ou du Tédungal nous ont valu beaucoup de satisfaction. À travers eux, aujourd'hui, tous les Sénégalais sont fiers. Nous sommes fiers du résultat obtenu, mais nous sommes également fiers de la dignité, du courage et de ces valeurs-là qui, en tout cas, par lesquelles les Sénégalais se reconnaissent, dont ils ont fait montre sur le terrain, aussi bien à l'intérieur du stade, sur le terrain de football, que dans les environs. Donc j'en profite pour vous dire simplement que je félicite chaleureusement, officiellement, à mon nom et au nom de toute la coalition, l'équipe nationale du Sénégal, le staff, le ministère et aussi Monsieur le Président de la République qui les a mis dans de très bonnes conditions. Donc c'est un résultat honorable. Nous avons gagné de la plus belle des manières une finale qui était disputée sur le terrain, dans les règles de l'art, âprement, et parfois même en dehors des règles. Et sur tous ces terrains, nous avons fait preuve de personnalité forte, de courage, et notre victoire est amplement méritée. Okay. Alors, au-delà du terrain, quel impact politique, économique et social peut-on retenir de cette compétition? Oui, l'impact politique d'abord, nous avons vu, et ça, c'est souvent le sport seul qui peut le faire. Des gens qui peut-être ça fait longtemps ne se parlaient pas ou qu'il n'était pas évident de rassembler sur une même place. Lors de l'accueil des Lions et de la cérémonie organisée en leur honneur à la présidence de la République, nous avons vu toutes les couches de notre société. Je n'ai pas dit de la classe politique, parce qu'il y avait aussi bien le pouvoir, l'opposition, donc toute la classe politique dans toutes ses composantes, mais il n'y a pas que la classe politique. On a vu les syndicats, des leaders d'opinion, c'est le Sénégal dans toute sa diversité. Ça,
c'est magnifique. C'était vraiment ce Sénégal-là qui est beau. Ensuite, pendant des jours, on a oublié beaucoup de tensions. C'est très important. Autre chose, beaucoup de choses, personnes peut-être, qui ne connaissaient pas le Sénégal, peuvent demain vouloir visiter le Sénégal. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a cela 2 ans, j'étais en Roumanie pour mes études postdoctorales, par exemple. Quand je disais que je suis sénégalais dans certaines contrées, les gens, pour se rappeler c'est quoi le Sénégal, me disent Sadio Mané, parce qu'ils ne comprennent pas le français, et tout ce qu'ils connaissent du Sénégal, c'est Sadio Mané. Donc pour vous dire, et qu'on félicite aussi personnellement, qui a fait une très belle coupe, mais on n'aime pas personnaliser, le football est un sport collectif, c'est toute l'équipe et tout l'encadrement et nous tous qui méritons cette victoire. Mais pour vous dire simplement que cela peut avoir des incidences positives au-delà de ce qui est dit directement, sans compter qu'il y a des retombées financières, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a eu du bruit, mais je crois que ce bruit-là, ce n'est pas de notre responsabilité. Ce n'est pas nous qui l'avons causé. On reviendra sur ces bruits-là. Voilà. Alors, M. Ba, le sport peut-il être, selon vous, un levier de cohésion nationale durable? Absolument. Le sport, s'il est bien entretenu, s'il est bien géré, et ce n'est pas pour rien en général, dans les règles de toutes les organisations sportives, on vous dira que, par exemple, il n'y a pas de politique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ce soit partisan. Donc, c'est de fait la cohésion. Dans l'équipe qui joue, on ne sait pas qui vient de telle ou telle province. Quel que soit le monsieur qui marque, c'est le Sénégal qui gagne. Ça, c'est important. Dans le public qui jubile, lorsque les gens sont revenus la dernière fois, on a rarement vu ces dernières années une telle euphorie dans les rues. Et ces gens-là, il est clair qu'ils ne sont pas de même religion, ils ne sont pas de même chapelle politique, ils ne sont pas originaires des mêmes contrées. Donc, c'est le commun vouloir de vie commune, c'est le Sénégal dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, qui jubile, qui soutient, qui accompagne ensemble. Ça, c'est effectivement une preuve, et à mon avis la plus belle, que le sport peut être un facteur de cohésion. Et c'est à entretenir. Je crois que là aussi les autorités sont en train de faire du bon travail, mais au-delà de la fédération, par exemple, sénégalaise du football, je crois que dans toutes les disciplines, c'est des choses qu'il faut faire. Il faudrait aussi qu'il y ait davantage d'équipements. Je suis sûr que les autorités y ont pensé, pour que le sport qui n'est pas un jeu, il n'y a pas que le football, mais surtout le football, c'est vrai que ça procure de la joie, mais c'est plus qu'un jeu. C'est un facteur de développement, un facteur de cohésion. Il faut que partout à travers le pays, qu'on essaie de développer assez d'infrastructures pour quand même vraiment promouvoir des talents. Okay. Alors, la CAF a rendu ses décisions concernant le Maroc et le Sénégal, avec une sanction jugée plus lourde pour le Sénégal. Comment analysez-vous ces sanctions sur le fond et sur la forme? Oui, j'ai vu, je crois que la Fédération sénégalaise de football, par exemple, est condamnée à payer 615 000 $, si je ne me trompe, là où le Maroc est condamné à payer seulement 200 000. J'ai entendu également que le coach Pabouna Thiaw et au moins 2 de nos joueurs, je pense c'est Ilman et Sarr, ont l'objet de sanctions. Nous sommes dans une organisation normée. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prendre acte de ces sanctions. Je crois aussi que ce n'est pas irréversible. Si mes informations sont à jour, il y a la possibilité, par exemple, de saisir le tribunal arbitral du sport. Et je sais que la Fédération sénégalaise ne ménagera aucun effort, il faut le faire. Mais si je devais amener, peut-être faire un commentaire, j'aurais pu penser que ces sanctions-là, disproportionnées. Parce que le Sénégal a réagi, il faut le dire. Notre équipe a dénoncé, et le staff, la fédération, les conditions d'accueil. Il faut voir les conditions psychologiques dans lesquelles les joueurs étaient. Ça n'a même pas commencé le jour du match. Moi, je ne suis pas un grand expert du football, je l'avoue, mais quand même, je n'ai jamais vu à un tel niveau de compétition que l'on voit des gens entrer
carrément dans l'aire de jeu, arracher par exemple des serviettes, etc., d'un gardien de but. Ça signifie que même la sécurité, je ne parle pas de ce qui a précédé le match et qui était déplorable, mais même sur le terrain, la sécurité n'était pas assurée. Sans compter maintenant le but en fin de match, pour beaucoup d'experts, d'observateurs avertis du football, qui est un but qui a été invalidé sans même qu'on ait eu la chance de consulter la VAR. Alors quand même qu'on est au 3e millénaire et le football aujourd'hui est assez avancé sur ce plan. Et ensuite, le but, à mon avis, discutable, très discutable, plutôt le penalty qui a été accordé au Maroc, qui était peut-être la goutte d'eau qui a fait déverser le vase. Donc les Sénégalais ont réagi. À mon avis, certes, ce but et ce penalty est discutable, mais si les choses avaient commencé par là, je crois que les Sénégalais n'auraient pas eu la réaction qu'ils ont eue. Mais écoutez, quel que soit le degré de responsabilité, c'est des humains. Le coach a réagi de la façon la plus naturelle et la plus courageuse conformément à sa personnalité, pour sauvegarder les intérêts de son équipe et de son pays. Il a lui-même reconnu peut-être qu'il aurait pu faire autrement. Ça doit être, à mon avis, pris en compte, qu'on comprenne que ce n'est pas des Sénégalais ex nihilo qui ont posé des actes qui n'étaient pas les plus beaux. À mon avis, si cela ne dépendait que du Sénégal, des joueurs et des supporters sénégalais, ce n'est pas la première fois quand même qu'on gagne une coupe, ce n'est pas la première fois qu'on joue une finale de Coupe d'Afrique, mais jamais on a été dans une telle situation. Et ça, les instances du football africain et mondial, à mon avis, devraient en tenir compte. Okay. Mais on va s'adapter. On va, à mon avis, et je suis sûr que c'est ça, les autorités du football et les autorités sénégalaises tout court vont suivre et poser tous les actes pertinents jusqu'à épuisement des recours, en espérant que nous aurons gain de cause. Mais quel que soit Alpha, attention, même si il y avait des sanctions, je suis sûr que l'équipe sénégalaise là que j'ai vue a montré que ils sont tous utiles, presque nul n'est indispensable. Chacun a d'autres joueurs qui peuvent le remplacer, et l'équipe sénégalaise, pour moi, a toutes les chances, quelle que soit l'issue, d'aller le plus loin possible dans la prochaine Coupe du Monde, par exemple. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, la toute dernière question sur cette partie, on présente souvent l'arbitrage comme le talon d'Achille du football africain, à l'origine de nombreuses polémiques. Alors, partagez-vous ce diagnostic et quelles sont, selon vous, les causes profondes de ces dysfonctionnements? Bon, je crois que, effectivement, en tout cas, si on se fie à ce que l'on a vu, entendu récemment, l'arbitrage a été très décrié. Et pas seulement par le Sénégal, d'autres équipes l'ont décrié. Et généralement, face aux pays organisateurs. Cela ne doit pas rester sans suite. Mais il faudrait tout gérer, à mon avis, avec tact. Le football africain, que chacun se dise qu'il est ambassadeur de ce football-là. Que l'on n'oublie pas aussi que ces arbitres-là, peut-être ceux qui ont posé certains actes, c'est quand même une infime partie. Et peut-être sous d'autres cieux, il y a eu des problèmes d'arbitrage, même si maintenant il y a des avancées, par exemple avec la VAR. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il est arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde que l'on gagne une finale avec une main. Donc, je refuse que l'on diabolise l'Afrique. Il y a eu des failles, mais est-ce que c'est parce que c'est africain? Il y a de très bons arbitres en Afrique. Il y a eu de très bons matchs de haut niveau. Maintenant que des enquêtes effectivement soient poussées pour comprendre les actes qui ont été posés, notamment lors de cette finale. Et on a entendu des rumeurs, mais à un certain degré de responsabilité, je ne peux pas avancer des choses pour lesquelles je n'ai aucune preuve. Mais si certaines rumeurs ou certaines accusations sont avérées, afin que les sanctions qu'il faut soient simplement faites à l'encontre des fautifs ou du fautif. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu quelques problèmes, mais moi je crois qu'on ne peut pas carrément vouloir
penser que le football africain est en deçà de ce qui se fait ailleurs. Alors, tout à fait, monsieur Ba. Alors, attaquons le troisième point, coalition Diomaye Président. Alors, vous êtes membre de la task force communication de la coalition Diomaye Président. Alors, monsieur Ba, comment se porte la coalition aujourd'hui? Je vous ai dit que la coalition se porte très bien. Je sais que la dernière fois que j'avais vu la liste, la coalition faisait déjà plus de 360 et quelques adhérents. Maintenant, elle ne doit pas être loin des 400. Je ne sais pas si on a dépassé ou c'est un peu en deçà, puisque ce n'est pas tous les jours que je suis cela. Je sais aussi que récemment, j'ai été voir Madame la superviseure, et ce n'est pas la première fois. J'ai vu une dame ouverte, avec un sens élevé des responsabilités à elle confier, qui reçoit des hommes venus de contrées très lointaines, qui reçoit des religieux, qui reçoit des élus. Et tout ce qu'elle reçoit, ce n'est pas forcément elle qui les a amenés, c'est des Sénégalais de toutes les couches qui ont décidé de venir accompagner Monsieur le Président de la République. Et il faut aussi préciser que cette coalition, c'est peut-être une dynamique qui est nouvelle, mais la coalition en tant que telle ne l'est pas. C'est la coalition Diomaye Président, pour rappel, qui a gagné très haut la main au premier tour l'élection présidentielle de 2024. Ça, et justement, Dr Aminata Touré en était la superviseure. Donc ça, il ne faut pas que les Sénégalais l'oublient. Maintenant, c'est normal que dans l'évolution d'une force, d'une organisation, que l'on comprenne qu'il y a peut-être un changement. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est devenu le président de tous les Sénégalais. Peut-être qu'il y a des Sénégalais qui doutaient, qui, au regard des nombreux et bons actes qu'il pose, décident de le rejoindre. Et ils le font massivement. C'est normal qu'on les accueille, tant qu'ils peuvent contribuer efficacement au développement du Sénégal. Et ça, à mon avis, Madame la superviseure générale, que je salue au passage, est en train de s'y atteler. Donc la coalition a aussi, récemment, on l'a vu, acquis un siège. Ça montre qu'on se prépare. La coalition, je ne peux pas tout dire à la presse, surtout quand on ne m'a pas chargé de divulguer certaines informations, mais je sais que sur tous les plans, elle est en train de se renforcer, de s'organiser, de se préparer pour devenir encore plus conquérante que dans le passé. Alors, quelles sont ses principales forces, la coalition Diomaye Président? Vous savez, nous sommes dans un régime présidentiel où le président de la République, qui est la première institution du pays, qu'il faut respecter, soutenir et accompagner, est élu encore une fois au suffrage universel direct. Je rappelle que cette coalition a accompagné Monsieur le Président de la République et l'a porté au pouvoir. Ça, c'est une force. Et l'essentiel des acteurs qui étaient là et qui ont gagné cette bataille, pas tous, mais en tout cas beaucoup, et à mon avis la majorité, est encore avec Monsieur le Président de la République. Comme je vous l'ai dit, des élus qui pour certains n'étaient pas avec le président ont librement décidé de venir renforcer son camp. Ça, c'est une force. Des jeunes, des cadres, des femmes, des religieux viennent tous les jours répondre. Donc le Sénégal, les Sénégalais se reconnaissent dans le bon travail. On a évoqué certains aspects que Monsieur le Président de la République est en train de poser. Mais aussi les Sénégalais croient aux valeurs, croient à l'immatériel. Et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a un profil qui attire et qui force le respect. C'est quelqu'un qui n'est pas dans des débats de bas étage. Okay. C'est quelqu'un qui respecte tout le monde. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un... donc ça, les Sénégalais sont très sensibles à cela. Et je crois que c'est pour cela qu'il l'a vu élu. Et c'est pour cela qu'ils vont continuer à l'élire. Maintenant, comme vous parlez de force, il faut aussi, comme je l'ai dit, il y a plus de 360 quand j'avais lu la liste. Maintenant, quelques 400 organisations. Donc beaucoup plus que le nombre qu'il avait apporté au pouvoir. Ça, c'est une force. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique, qui spontanément s'organisent. Ça, c'est une force. Il y a des personnes ressources au-delà des partis et organisations qui décident de venir.
il y a des Sénégalais d'ici et de la diaspora qui viennent. Ça, c'est une force. Il y a des hommes et des femmes expérimentés qui connaissent l'État, qui ont fait leurs preuves tant au niveau national qu'international, qui maîtrisent l'administration, qui décident d'accompagner le président de la République pour répondre aux attentes des populations. Cela, c'est également une force. Donc, pour moi, à tout point de vue, la coalition Diomaye Président est une force politique très, très respectable. Existe-t-il des divergences internes, comme on l'entend parfois? Vous savez, on est en politique, on est au 3e millénaire, j'aime le dire même si c'est évident. Vous qui êtes professionnel des médias, vous savez très bien que parfois, des gens peuvent même dire des choses, même sans calcul politique, rien que pour avoir des commentaires, des vues, ce que vous appelez buzz. Je mets ça, certaines déclarations dans ce registre. Je ne dirais pas que tout est parfait, parce qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais j'ai vu, j'ai entendu et j'observe ce qui se passe dans de nombreuses organisations politiques. Et je puis vous assurer, sans aucun risque de me tromper, qu'à ce jour, la coalition Diomaye Président est peut-être l'organisation la plus stable, la plus soudée, où les gens font montre de la plus grande solidarité pour aller ensemble de l'avant. Je ne suis pas au courant de ce qu'on pourrait, de disputes inutiles, de batailles de positionnement. Maintenant, quand un mouvement politique grandit, suscite, c'est normal qu'il y ait des conflits, par exemple, d'ambition. Il peut y avoir quelques soubresauts ça et là, mais dans l'ensemble, la coalition se porte très, très, très bien. Beaucoup de choses que moi je vois, comme vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas dit, c'est pas à moi de le dire, mais j'ai vu beaucoup de choses qui se disent sur le net. Je vous assure qu'elles ne tiennent absolument pas. Par exemple, j'ai vu récemment où on dit que un frère du président de la République conteste la superviseure. Cela n'est pas une information avérée. Allez la vérifier. Elle tient, je ne sais même pas quelle en est l'origine. J'ai vu où on dit que sur une telle ou telle question, la coalition Diomaye se déchire. Il n'en est absolument rien. Nous, membres de la coalition, dans l'ensemble, maintenant, je ne sais pas s'il y a des conflits, des querelles personnelles, ça peut arriver, mais officiellement, dans le groupe, de façon collective, les gens n'ont pas à ce jour montré des reproches contre, par exemple, la superviseure ou contre quelques membres de la coalition que ce soit. L'équipe est soudée, elle travaille, elle se structure, elle s'organise, elle se prépare. À terme, cette coalition peut-elle se transformer en un bloc politique durable? À mon avis, oui. C'est déjà un bloc, comme je l'ai dit, qui existe, il faut le rappeler, depuis 2024, qui a gagné les élections, que le président a voulu renforcer depuis avril en disant qu'on va réformer puisque le contexte a changé. Ça déjà, c'est quelque chose. Et ce bloc-là, comme je l'ai dit, il se massifie, il s'organise davantage et il est inclusif parce qu'on est là pour tous les Sénégalais. Ce n'est pas une question de... Voilà. Donc, ça va être durable. Surtout que vous voyez que les gens ne sont pas pressés. Et la personne à qui on a confié cette mission aussi. J'aime rappeler quand même que Dr Aminata Touré, par exemple, c'est quelqu'un qui, à ma connaissance, a fait la politique très jeune, ancienne directrice de campagne de AGI au moment où ce parti était une des principales forces politiques et où l'opposition était plus difficile à faire. Donc elle a cette formation politique qui est un cadre qui a fait le système des Nations Unies, qui est allé servir au plus haut niveau, qui est revenu dans un contexte difficile, rappelez-vous, qui a quand même fait face à un leader que je respecte beaucoup, le président Abdoulaye Wade, en accompagnant le président Macky Sall, qui en était donc directrice de campagne et qui a gagné. La même Dr Aminata Touré, qui a été, par exemple, entre autres institutions, Premier ministre, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, a dirigé une liste au niveau national dans un contexte très difficile. Il faut quand même reconnaître qu'elle avait eu la majorité, même si c'était très serré. Elle est venue avec le président Diomaye Diakhar Faye. Elle a été superviseure sans précédent au Sénégal et même en ma connaissance, je peux me tromper, en Afrique. Elle a gagné largement
en Afrique de l'Ouest, au premier tour face à un régime au pouvoir. Donc ça, c'est quelqu'un qui connaît la politique. C'est quelqu'un qui maîtrise les réalités. C'est quelqu'un qui connaît le terrain. Ce n'est pas qu'un cadre bureaucrate. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui a de l'expérience. Et quand cette personne-là, je vous ai dit, travaille jusqu'à 2 heures du matin, rencontre au président de la République qui suit et accompagne. Qui accompagne. Et beaucoup d'actes montrent quand même qu'il suit avec beaucoup de respect, de considération ce qui se fait dans sa coalition. Mais cette coalition est partie pour être durable. C'est pourquoi les gens ne précipitent rien. On privilégie le consensus, on privilégie le dialogue, on privilégie l'inclusion dans toutes les décisions et toutes les attributions de responsabilité, etc., ou d'expression de reconnaissance. Voilà. Alors, M. Ba, quittons la politique pour parler maintenant d'un autre sujet, oui, billet de la Mecque. Les billets de la Mecque, polémique et réalité. Vous savez, M. Diouf, je n'avais pas voulu en venir parce que vous n'aviez pas explicitement dit billets de la Mecque. Cela est une preuve de plus de ce que je vous disais il y a un instant, que les gens disent parfois des choses qui sont très éloignées de la réalité. Il n'y a eu absolument aucun problème avec les billets de la Mecque. Et c'est tout à fait normal que conformément à nos traditions, conformément à nos valeurs, que ceux qui ont les moyens aident ceux qui n'en ont pas. Que le président de la République aide, tout comme parce que la foi, c'est quand même quelque chose qui participe de la vie. C'est juste une expression de solidarité. Et ce n'est pas seulement la coalition Diomaye qui en a bénéficié, beaucoup d'autres catégories en ont bénéficié. Donc ça, nous encourageons M. le Président par rapport à ça. Maintenant, quant à ce qui a été dit de cette distribution de ces quelques billets que la coalition a eu, et nous remercions M. le Président pour vraiment cette reconnaissance, ça a été géré de la façon la plus juste et la plus transparente. Il y a eu tirage au sort. Madame la superviseure n'a pas bénéficié d'un billet et aucun membre de son organisation n'en a bénéficié. Elle n'était même pas présente quand on faisait le tirage. Il y a eu la liste, y compris mon nom, de tous les leaders, de toutes les organisations, et c'est par numéro que des gens sont venus, ont fait un tirage, bien sûr, en respectant un certain nombre de règles, fixées et communiquées préalablement. Quand il y a eu ce tirage, il n'y a pas eu de problème. Peut-être, comme on dit, il peut y avoir, et il y en a eu, une exception qui confirme la règle. Nous ne maîtrisons pas le mobile. C'était peut-être une erreur de la part du concerné. Et à sa place, je serais venu dire simplement, je suis désolé, je me suis trompé. J'espère qu'il le fera. Mais ça a été fait de façon transparente, de façon responsable, avec vraiment l'adhésion de toutes les parties prenantes. J'ai même envie de dire de tout le monde. De tout le monde. Il n'y a vraiment pas de problème. Beaucoup de ces problèmes dont vous entendez ne tiennent pas. Ceux qui ont des problèmes, c'est peut-être ceux qui ont peur de la coalition et qui inventent des choses pour essayer de s'aimer la zizanie, mais ça ne passe pas et ça ne passera pas. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Djibril Daouda Ba, président Djam Sénégal, démocratie, intégration africaine, mouvement pour l'émergence du Sénégal. Cohésion politique, élection locale, M. Ba. Parlez-nous de l'état de la cohésion politique au Sénégal aujourd'hui. Bon, excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par cohésion politique? Est-ce qu'il y a une entente entre les acteurs politiques? Bon. Les tensions politiques peuvent-elles compromettre les prochaines élections locales? Oui, vous savez, le Sénégal est une démocratie mature, majeure et plurielle. C'est important de le dire. Donc c'est tout à fait normal que tout le monde ne puisse pas parler d'une même voix. Mais à mon avis, sur les questions essentielles, il y a la concertation, qui est d'ailleurs une des caractéristiques ou une des qualités vraiment par lesquelles on reconnaît M. le Président de la République. Je rappelle qu'avant même qu'on parle d'élections locales, il a déjà, rappelez-vous, convoqué un dialogue. Et autour de ce dialogue, aussi bien les organisations du pouvoir
de l'opposition que de la société civile ont participé. Donc pour dire, venez, on discute de la chose publique. Et ça, c'est à encourager. Maintenant, quand on va vers des élections, dans un système démocratique, comme je l'ai dit, majeur et pluriel, où c'est une démocratie vraiment plurielle, il y a la diversité, c'est tout à fait normal, aussi bien à l'intérieur des organisations qu'entre les organisations, il y a des ambitions. Nous, on se prépare, on pense que les autres aussi se préparent, c'est tout à fait normal. On attend, on verra. La coalition Diomaye Président est-elle prête pour ces échéances locales? Elle se prépare activement, elle se prépare méthodiquement, et je suis convaincu que si cette tendance-là se confirme, elle va confirmer sa suprématie sur la scène politique sénégalaise lors de ces échéances-là. Je n'ai pas de doute. Je ne dis pas que nous gagnerons partout, on est démocrate. 100% ce n'est pas démocratique, mais la coalition Diomaye Président gagnera beaucoup de collectivités territoriales. Je ne dis même pas beaucoup, mais la majorité. Et ça, la dynamique, le dynamisme que je vois, l'engouement autour de cette coalition, les nombreuses adhésions, même si pour le moment les gens ne sont pas encore sortis, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et je sais aussi que partout à travers le Sénégal, les gens sont en train de s'organiser à l'échelle communale, à l'échelle départementale. Nous nous préparons et d'une façon ou d'une autre. Cette coalition ira à ces élections, ça je me permets de le dire. Et moi, ma conviction la plus profonde, ce n'est pas qu'elle y ira seulement, mais c'est qu'elle les gagnera. Alors ça, c'est M. Djibril Ba qui nous donne des assurances sur ces prochaines élections locales. Le secteur de l'éducation au Sénégal, M. Ba, l'éducation est souvent présentée comme une priorité nationale. Partagez-vous ce constat? Absolument. Un pays qui veut se développer ne peut pas faire fi de ses premières ressources. Et ces premières ressources, ce n'est pas les ressources financières, ce ne sont pas les ressources naturelles, mais c'est bien la ressource humaine, la ressource humaine. Donc les ressources humaines, et pour avoir une ressource ou des ressources humaines de qualité, ça passe par l'éducation et la formation. Donc, c'est un secteur prioritaire et heureusement, je l'ai évoqué d'emblée, Monsieur le Président de la République et son gouvernement sont en train de faire un très bon travail dans le secteur de l'éducation et de la formation. Un très bon travail. Et comment évaluez-vous l'état actuel du système éducatif sénégalais? Bon, vous savez, il y a un passif. Ce n'est pas forcément, par exemple, il faut aussi le dire. Actuellement, les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation, le G7, mais sont en mouvement. Ça, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Mais, comme je l'ai dit, parmi leurs revendications, il y a la question des lenteurs. Sur ce plan, je pense que le rythme auquel les actes sont délivrés est sans précédent. Donc, les actes sont en train d'être posés. Et je vous donne un autre exemple, c'est la question des décisionnaires qui, si vous suivez l'actualité, notamment les revendications syndicales de ces dernières années, a été toujours au cœur des priorités. Avant-hier, M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé des décrets qui permettent, en tout cas, de corriger un certain nombre d'erreurs en modifiant, par exemple, le décret 74-347 du 12 avril 1974. Donc, vous voyez que c'est quelque part des corrections qui résultent, en tout cas, de revendications très anciennes. Et ce décret, depuis 2006, par exemple, il y avait un autre décret qui était signé, qui était censé être transitoire, mais pour un certain nombre de facteurs que, je pense, l'émission ne nous permet pas de développer ici, hein, il y avait des couacs. Les enseignants, si vous regardez dans toutes leurs revendications, ce point est figuré la question des décisionnaires. Monsieur le Président l'a réglé définitivement. Ça, c'est un point qui mérite d'être applaudi.
Une autre preuve que dans ce secteur, Monsieur le Président de la République est en train de faire un bon travail, comme dans les autres secteurs d'ailleurs. Malheureusement, le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Les gens sont dans des détails. Mais est-ce que vous savez qu'ici, au Sénégal, et même à Dakar, j'ai vu dans le public des enseignants, un manque d'enseignants que l'on cherche à combler en prenant par exemple des répétiteurs, des gens sans formation, pas reconnus par la fonction publique, qui viennent, qui font des stages dans l'espoir d'avoir un poste privé et puis parfois restent des années. Mais aujourd'hui, le président de la République et le gouvernement sont en train de trouver des solutions. À titre d'exemple, il y a eu le recrutement de 2000 enseignants d'urgence. Un recrutement d'urgence pour combler ce vide. Et c'est non seulement de l'emploi, c'est des jeunes Sénégalais qui trouvent de l'emploi, mais c'est aussi des élèves qui trouvent des enseignants. Et un des critères premiers pour la sélection, c'est la qualification. Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'on a pris pour amener dans les classes. Je vous ai dit que je suis à la FASTEF, que moi je présente comme étant la moyenne épinière du système éducatif sénégalais, parce que nous sommes quand même dans la production de matériel didactique, dans la recherche en éducation, dans la formation des enseignants et même des personnels et des corps d'encadrement dans le secteur de l'éducation. Et à la FASTEF, le recrutement qu'on a eu cette année est sans précédent. Une des autres revendications légitimement, je dis bien légitimes, des enseignants, c'est la question de la formation à distance. Le fait que les enseignants puissent avoir des diplômes professionnels pour certains, ou bien puissent passer avec, à un autre niveau, à d'autres corps, parce qu'entre-temps, ils avaient certes des diplômes professionnels, mais ils ont acquis d'autres diplômes académiques qui leur permettent légitimement d'avoir des diplômes professionnels. Mais, donc, cette année, avec plus de 4000 enseignants formés par la FASTEF, dans le cadre de la FAD, ça aussi, en tout cas, depuis que je suis à la FASTEF, c'est sans précédent. Ça montre quoi? Qu'on est en train de poser des actes concrets dans le secteur de l'éducation. Sans compter, dans le supérieur, on voit que là, les choses bougent. D'ailleurs, je me réjouis d'avoir vu récemment que, par exemple, les travaux de l'université Souleymane Niang de Matam sont en train d'être accélérés. La stabilité au niveau des campus universitaires, même s'il y a eu des couacs, c'est tout à fait normal dans tous les pays. C'est le milieu estudiantin qui est comme ça. Mais je crois que l'université sénégalaise, dans son ensemble, a rarement été aussi stable. Dieu fasse que cela perdure, en tout cas que ces 2 dernières années sous le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, des actes concrets sont en train d'être posés dans le secteur de l'éducation. Et il faut aussi, bien sûr, que nos collègues et camarades syndicalistes en tiennent compte, ne coupent jamais le fil du dialogue et de la négociation. Restez toujours autour de la table, même si les revendications posées sont tout à fait légitimes. Et je suis sûr que les autorités sont en train de chercher, en tout cas, les solutions. Les décrets dont je viens de vous parler sont une preuve. Et ce n'est pas un cas isolé. Cela entre dans le cadre de la vision de M. le Président de la République, dans le cadre en tout cas, du plan de transformation, en tout cas de la vision Sénégal 2050. 2050, ok. Ouais. Alors, abordons le 6e point, campagne de commercialisation de l'arachide, parce que le temps presse. La campagne de commercialisation de l'arachide est un enjeu crucial. Comment la jugez-vous cette année, M. Ba? Voyez, c'est pour cela que je vous dis que ce pays bouge. Et plus vous nous posez des questions, je vous assure, plus nous nous félicitons d'avoir choisi et de continuer à accompagner M. le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parce que dans tous les secteurs, il y a des chiffres
il y a des exemples qui parlent. Si nous prenons le cas de cette campagne arachidière, j'aime rappeler qu'avant qu'on ne parle de campagne, parce que c'est la récolte, n'est-ce pas, qui est concernée, il faut d'abord parler même de cette campagne agricole, en tout cas à l'amont, avec notamment le programme Bulk, par exemple. L'État a cette année mis un certain nombre de mécanismes, avec en tout cas un achat groupé à l'échelle internationale pour faciliter les intrants et que ces intrants de qualité aillent directement aux producteurs, en impliquant par exemple même les forces de défense et que cela fonctionne, si vous voulez, 7 jours sur 7 parce qu'on a travaillé même le week-end. Alors, donc cet effort pour accompagner le producteur en ce qui concerne l'engrais, en ce qui concerne les semences, etc. Accompagner d'autres efforts comme le recrutement de volontaires pour la collecte de données, la formation des informations, etc. Mais a fait que si je me fie aux informations que j'ai récemment entendu le ministre en charge du secteur donner dans une émission de la place, mais on a 969 000 tonnes. Et cela est un record depuis 2017. Donc ce record-là, comme je vous l'ai dit, il n'est pas le fruit du hasard, mais d'une série d'efforts, d'une vision, d'une politique en matière d'accompagnement de la production agricole. Même si, bon, je suis géographe, je sais aussi qu'on a eu une bonne année, une bonne saison pluvieuse. Notre dernière publication portait justement sur un peu la corrélation entre la culture arachidière et la variabilité pluviométrique dans le bassin arachidier. Mais ça, pour vous dire que ce n'est pas le facteur naturel, c'est des actes politiques, des actes de gestion à l'amont qui ont permis d'aboutir à ce record-là. Et donc, par exemple, même si, en tout cas, on peut le dire, en 969 000 tonnes, je vous dis que c'est vraiment pas une petite affaire. Parce qu'il y a eu l'intervention de l'État, des producteurs, des intervenants privés, bref, de toutes les parties prenantes. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et ça paie. Donc la campagne agricole de cette année est une preuve que le gouvernement est en train de travailler. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas quelques corrections qu'il faut faire. C'est tout à fait normal. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas continuer à faire d'efforts. Si notre agriculture a besoin d'être encore davantage modernisée, mais les gens ont commencé cette année dans cette distribution, par exemple, même. Il y a même la digitalisation, il y a beaucoup d'efforts. L'État est en train de suivre au-delà en tout cas de ce qui est écoulé sur le terrain à l'interne, de suivre aussi ce qui est exporté et les devises qui doivent suivre. Donc tout ça pour vous dire simplement que dans tous les secteurs, Monsieur le Président de la République est en train de faire du djubal, djubanti. Le Sénégalais lambda, je ne parle pas des politiciens qui à longueur de journée n'est intéressé que par le train qui n'arrive jamais à la bonne destination, mais le Sénégalais lambda, en général, peut sentir beaucoup de changements et favorablement dans sa situation, dans son activité. Les accidents de la route, urgence nationale. Le Sénégal, Moucheba, connaît une recrudescence inquiétante des accidents de la route. Comment l'expliquez-vous? Bon. Peut-on parler d'un problème de responsabilité individuelle ou de défaillance institutionnelle? À mon avis, l'État a toujours le devoir d'agir et agir. Donc, c'est tout à fait normal qu'une question comme celle-là ne laisse pas indifférent. Mais dans beaucoup de ces accidents, ce n'est certainement pas l'État. Mais
même si je suis d'avis avec vous, hein, que c'est préoccupant, pour ne pas être alarmiste, sinon j'aurais dit alarmant. Parce que si on se fie par exemple aux informations que l'on a eues récemment lors de la dernière semaine nationale de sécurité routière au mois de novembre, on nous parle de 5200 accidents. Le chiffre est énorme. Avec une perte estimée au plan matériel à 163 milliards. C'est alarmant. Effectivement, c'est colossal. 745 décès. Quelques 8500 blessés. C'est trop. Maintenant, l'État doit interroger ces chiffres. Et il le fait certainement. Continuer à accompagner. Mais nous, conducteurs, quand je dis nous, surtout les professionnels, c'est même pas nous autres qui conduisons des véhicules particuliers. Il faut plus de discipline sur les routes. Puisque on a souvent vu les professionnels dire que la plupart des accidents de circulation résultent de défaillances humaines. Donc, plus de sensibilisation, l'État doit le faire et le fait. Par exemple, au mois de novembre, on l'a vu, plus de formation, il faut le faire. J'ai vu certaines propositions, comme à un moment même demandé à ce que comment on l'appelle, les questions les permis pour les transports soient tous... Les permis à point? Oui, décernés à Dakar. La question des permis à point, même si a été évoquée, mais j'ai entendu avec un certain nombre d'arguments les professionnels du secteur vraiment remettre cela en cause. Mais en tout cas, la modernisation de la voirie doit se poursuivre, parce que même si l'essentiel ou la majorité des accidents c'est des défaillances humaines, l'État doit continuer. Au-delà de cela, donc la question des visites techniques, que les gens peut-être soient davantage plus réguliers pour les conducteurs, plus sérieux, mais que l'on soit plus rigoureux. Parce que chaque Sénégalais se dise, le développement du pays, la sécurité repose sur ses épaules, y compris les agents en charge de ces questions. La qualité des routes, il faut aussi, c'est vrai, l'améliorer. Et j'en profite pour dire aussi, avant même d'améliorer les routes, ça maintenant, c'est pas le politique qui parle, c'est le citoyen tout court. En tout cas, nous, par exemple, à Nabadji Civol, dans des localités comme Tiguéré, la route d'Idanemayo, on la veut. Hein? Donc, qu'on continue à avoir une voirie de qualité partout. Ça peut jouer, mais il n'y a pas un pays avec zéro accident. En tout cas, que chacun se dise que sa vie et celle des autres dépendent en partie de lui quand il est sur la voie publique en train de conduire. Donc ça aussi, c'est un réflexe que les citoyens doivent avoir. Et on ne joue pas avec la vie. Donc les chiffres que nous avons présentés sont trop. L'État, à travers les services compétents, est en train de faire des efforts. Maintenant, je suis sûr qu'il y a d'autres solutions. Ils ne manqueront pas d'essayer d'analyser la question sous tous les angles et de proposer les solutions adéquates, parce que le secteur des transports, au-delà même de la question de sécurité, c'est également un secteur très stratégique, un secteur essentiel pour le développement. Il faut qu'il y ait la circulation des personnes et des biens à l'intérieur du pays, et même parfois, en tout cas les grands blocs qui se sont développés à l'échelle mondiale le favorisent à l'échelle régionale. Et on parle des routes, il n'y a pas que les routes, les autres secteurs, transport ferroviaire, par exemple aérien, etc. Tout ça c'est à développer, et dans le cadre du référentiel Sénégal 2050, tout cela est prévu et commence à prendre forme. Okay. Parlons des sanctions actuelles. Sont-elles suffisamment dissuasives? Les sanctions contre les transporteurs Les fautifs. Transporteurs, oui, les fautifs. Bon, oui, à mon avis. Parce qu'on ne sanctionne pas dans nos pays. Bon. Bien, les sanctions sont jugées trop légères. Oui, à mon avis, je ne dis pas de ne pas sanctionner du tout.
Mais, je vous donne un exemple. Il y a des pays où il y a même la peine de mort. Je ne parle pas de délits routiers, mais pour des délinquants ou des criminels. Et pourtant, il y a des études qui ont montré que ça n'a pas forcément induit une baisse. Donc, quelle que soit la sanction, il y a quand même des actes qui mènent des gens en prison dans ce secteur-là. Et quelqu'un de sensé ne veut pas aller en prison. Mais voyez que les gens le font. Donc, que ce soit un mois ou des années, à mon avis, il faut effectivement respecter la loi, y compris la loi sur la route. Le code de la route, c'est une loi, n'est-ce pas? Il faut respecter la loi. Il faut que ceux qui violent la loi soient sanctionnés comme il se doit. Mais il faut aussi vraiment miser sur des équipements de qualité, sur des infrastructures de qualité, sur la sensibilisation, sur la formation. Pour moi, cela est extrêmement important et peut-être même plus important. Maintenant, on voit aussi que le Sénégal, je crois, a même les années passées durci sa politique routière, par exemple, concernant certaines infractions. Mais on est en train de continuer à déplorer. Donc, je ne dis pas de ne pas sanctionner, mais à mon avis, il faut mettre l'accent sur... c'est systémique, il ne faut rien négliger, voilà. C'est systémique, il ne faut rien négliger. Okay. Voilà. C'est systémique, il ne faut rien négliger. Alors, M. Ba, l'on me signale que le temps est complètement épuisé. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux Sénégalais dans ce contexte sociopolitique? Un message de sérénité, d'avoir un sens élevé de la République, respecter les institutions, respecter les symboles de la République, le commun vouloir de vie commune là, c'est ça, même le sens de Diam, pour qu'on soit en paix, c'est important. Respecter les règles du jeu, la diversité, tout le monde ne peut pas parler d'une même voix, mais aussi, tout en étant exigeant, rester vraiment discipliné. Et moi, j'invite les gens, compte tenu de tout ce que l'on a présenté ici comme effort, à venir, à être exigeant, mais à être patient. Et à être aussi très critique par rapport à certaines attitudes, par rapport à certains discours, pour comprendre que M. le Président de la République est en train de faire un très bon travail et de l'accompagner dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour le reste, davantage de discipline, être très sensible à l'identité nationale. Devant l'identité nationale, que les identités primaires disparaissent, y compris les identités partisanes. C'est ça mon message, un message d'unité, de travail, que chacun se dise que la stabilité de ce pays-là, mais aussi le développement de ce pays-là, repose sur ses épaules. Donc en ayant un bon comportement, une bonne conscience professionnelle, en faisant preuve de citoyenneté active dans le secteur où on se trouve et où on évolue. C'est ça le message, sinon c'est prier pour que Diam, la paix, continue à régner dans ce pays-là, pour qu'on ait un Sénégal qui continue à encore davantage se développer et que l'on écoute quand même et que l'on, je sais qu'on le fait, qu'on voit ce qui est possible par rapport aux revendications des enseignants pour le faire rapidement, même si on n'est pas responsable de certains passifs, et puis que les enseignants aussi fassent preuve d'ouverture davantage, en tout cas de patience tant que c'est possible, d'écoute, et qu'ils comprennent que même quand les revendications sont légitimes, tout ne peut pas être fait tout de suite. Vous voyez que je termine par le secteur de l'éducation, parce que pour moi c'est le secteur le plus important. On a vu des pays qui se sont développés sans ressources naturelles, mais aucun sans ressources humaines de qualité. Et puis je suis aussi de ce secteur-là. Et c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Un pays n'a pas mieux ou n'a pas plus grande richesse que ses enfants. C'est ça que je voulais dire. Sinon, saluer tous les Sénégalais, tous les auditeurs, notamment les amis et sympathisants d'Océan FM, notamment nos amis et sympathisants du mouvement Diam Sénégal,
mais aussi tous les responsables militants et sympathisants de la coalition Diomaye Président dans sa richesse et sa diversité, et tous les Sénégalais. Je finis par juste un mot, rappeler notre devise, c'est très important pour moi. Un peuple, un but, une foi. Ce qui nous unit là est beaucoup plus important que tous les détails. Donc travaillons et mettons la main autour de l'essentiel dans l'intérêt de ce pays-là. C'est ça que je voulais dire comme message, M. Diouf. Et vraiment, merci pour cette invitation. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Je pense que la première fois, c'était depuis 2024. J'espère qu'on a été à la hauteur, que cela a été utile ou le sera pour les Sénégalais qui nous écouteront. Avant de refermer cette édition d'Océan Politique, nous tenons à remercier très sincèrement notre invité, Dr Djibrirou Daouda Ba, président de Djam, Sénégal Démocratie Intégration Africaine, Mouvement pour l'émergence du Sénégal, membre de la Task Force Communication de la coalition Diomaye Président et ancien conseiller municipal de Nadiabi Siwol. Merci pour votre disponibilité, la clarté de vos analyses et la qualité de vos contributions sur des sujets majeurs qui concernent directement les Sénégalais. Votre participation a enrichi le débat et éclairé nos auditeurs, M. Ba. Nous remercions Abdou Fall qui a entièrement réalisé cette émission. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et tout le personnel d'Océan FM. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci beaucoup. Transporteur, oui, il est fautif. Bon. Oui, à mon avis. Parce qu'on ne sanctionne pas dans nos pays. Bon. Bien, les sanctions sont jugées trop légères. Oui, à mon avis, je ne dis pas de ne pas sanctionner du tout. Mais, je vous donne un exemple. Il y a des pays où il y a même la peine de mort. Je ne parle pas de délit routier, mais pour des délinquants ou des criminels. Et pourtant, il y a des études qui ont montré que ça n'a pas forcément induit une baisse. Donc, quelle que soit la sanction, il y a quand même des actes qui mènent des gens en prison dans ce secteur-là. Et quelqu'un de sensé ne veut pas aller en prison. Mais voyez que les gens le font. Donc, que ce soit un mois ou des années, à mon avis, il faut effectivement respecter la loi, y compris la loi sur la route, le code de la route. C'est une loi, n'est-ce pas? Il faut respecter la loi. Il faut que ceux qui violent la loi soient sanctionnés comme il se doit. Mais il faut aussi vraiment miser sur des équipements de qualité, sur des infrastructures de qualité, sur la sensibilisation, sur la formation. Pour moi, cela est extrêmement important et peut-être même plus important. Maintenant, on voit aussi que le Sénégal, je crois, a même les années passées durci sa politique routière, par exemple, concernant certaines infractions. Mais on est en train de continuer à déplorer. Donc, je ne dis pas de ne pas sanctionner, mais à mon avis, il faut mettre l'accent sur... c'est systémique, il ne faut rien négliger. Voilà, c'est systémique, il ne faut rien négliger. Okay. Voilà. C'est systémique, il ne faut rien négliger. Alors, M. Ba, l'homme me signale que le temps est complètement épuisé. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux Sénégalais dans ce contexte sociopolitique? Un message de sérénité, d'avoir un sens élevé de la République, respecter les institutions, respecter les symboles de la République, le commun vouloir de vie commune là, c'est ça même le sens de Djam, pour qu'on soit en paix, c'est important. Respecter les règles du jeu, la diversité, tout le monde ne peut pas parler d'une même voix, mais aussi tout en étant exigeant, rester vraiment discipliné. Et moi j'invite les gens, compte tenu de tout ce que l'on a présenté ici comme effort, à venir
à être exigeant, mais à être patient. Et à être aussi très critique par rapport à certaines attitudes, par rapport à certains discours, pour comprendre que M. le Président de la République est en train de faire un très bon travail et de l'accompagner dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour le reste, davantage de discipline, être très sensible à l'identité nationale. Devant l'identité nationale, que les identités primaires disparaissent, y compris les identités partisanes. C'est ça mon message d'unité, de travail, que chacun se dise que la stabilité de ce pays-là, mais aussi le développement de ce pays-là, repose sur ses épaules. Donc en ayant un bon comportement, une bonne conscience professionnelle, en faisant preuve de citoyenneté active dans le secteur où on se trouve et où on évolue. C'est ça le message, sinon c'est prier pour que Diam, la paix, continue à régner dans ce pays-là, pour qu'on ait un Sénégal qui continue à encore davantage se développer et que l'on écoute quand même et que je sais qu'on le fait, qu'on voit ce qui est possible par rapport aux revendications des enseignants pour le faire rapidement, même si on n'est pas responsable de certains passifs, et puis que les enseignants aussi fassent preuve d'ouverture davantage, en tout cas de patience tant que c'est possible, d'écoute, et qu'ils comprennent que même quand les revendications sont légitimes, tout ne peut pas être fait tout de suite. Vous voyez que je termine par le secteur de l'éducation, parce que pour moi c'est le secteur le plus important. On a vu des pays qui se sont développés sans ressources naturelles, mais aucun sans ressources humaines de qualité. Et puis je suis aussi de ce secteur-là. Et c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Un pays n'a pas mieux ou n'a pas plus grande richesse que ses enfants. C'est ça que je voulais dire. Sinon, saluer tous les Sénégalais, tous les auditeurs, notamment les amis et sympathisants d'Océan FM, notamment nos amis et sympathisants du mouvement Diam Sénégal, mais aussi tous les responsables, militants et sympathisants de la coalition Diomaye Président dans sa richesse et sa diversité, et tous les Sénégalais. Je finis par juste un mot, rappeler notre devise, c'est très important pour moi. Un peuple, un but, une foi. Ce qui nous unit là est beaucoup plus important que tous les détails. Donc travaillons et mettons la main autour de l'essentiel, dans l'intérêt de ce pays-là. C'est ça que je voulais dire comme message, M. Diouf. Et vraiment, merci pour cette invitation. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Je pense que la première fois, c'était depuis 2024. J'espère qu'on a été à la hauteur, que cela a été utile ou le sera pour les Sénégalais qui nous écouteront. Avant de refermer cette édition d'Océan Politique, nous tenons à remercier très sincèrement notre invité, Dr Djibrirou Daouda Ba, président de Diam, Sénégal, démocratie, intégration africaine, mouvement pour l'émergence du Sénégal, membre de la Task Force Communication de la coalition Diomaye Président et ancien conseiller municipal de Nadiabi Siwol. Merci pour votre disponibilité, la clarté de vos analyses et la qualité de vos contributions sur des sujets majeurs qui concernent directement les Sénégalais. Votre participation a enrichi le débat et éclairé nos auditeurs, M. Ba. Nous remercions Abdou Fall qui a entièrement réalisé cette émission. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et tout le personnel d'Océan FM. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci beaucoup.